La famille de la mariée manque de respect au grand-père noir du marié, puis ils reçoivent le choc de leur vie lors de ce mariage luxueux, alors que le soleil se couche sur les jardins impeccables du manoir Vandermeer Mansion. Ils ont traité Eugene Washington comme s'il était invisible, comme si sa peau foncée et ses mains calleuses étaient une tache sur ce décor parfait. Ils ne savaient pas qu'avant la fin de la soirée, ils supplieraient son attention, découvrant que l'homme qu'ils avaient humilié publiquement était la personne la plus puissante de cette pièce. Je pense que vous n'êtes pas à la bonne table, Eleanor. Savez pas qu'avant la fin de la soirée, ils supplieraient son attention, découvrant que l'homme qu'ils avaient humilié publiquement était la personne la plus puissante de la pièce. Je crois que vous vous êtes trompé de table, Eleanor Vandermeer. La voix d'Eleanor Vandermeer fendit l'air comme un rasoir. Elle fixait Eugene avec un sourire aussi mince que faux, la coupe de champagne entre ses doigts ornée de bijoux. Eugene, âgé de 72 ans, prit une profonde inspiration. Son costume bleu marine, bien que parfaitement taillé, semblait déranger la matriarche Vandermeer à côté d'elle. Son petit-fils Lucas se tenait paralysé, le verre de whisky à mi-chemin de sa bouche. Sa mère Isabella, la mariée, murmura, d'un ton avertissant, « C'est Monsieur Washington, le grand-père de Lucas. »« Oh, Eleanor, fit-elle d'un air surpris, son accent aristocratique encore plus prononcé. « Je croyais que vous étiez l'un des employés. Je comprends maintenant la raison de cette étrange tradition. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les invités à proximité firent semblant de ne rien entendre, mais le mal était fait. Eugène resta calme, les yeux fixés sur la dignité, acquise au fil des ans par la femme, qui l'empêchait de montrer la moindre réaction. Fascinant comment certains éléments culturels ont réussi à s'infiltrer, même dans les traditions les plus raffinées, ajouta Philippe Van Eyre, le père de la mariée, en ajustant ses boutons de manchette en platine sans même regarder le vieil homme dans les yeux. Lucas fit un pas en avant, mais sentit la main ferme de son grand-père sur son bras. « Ce n'est pas grave, » murmura Eugène. « Ce n'est pas le moment. » La fête se poursuivait, l'orchestre live berçant les conversations des 300 invités, triés sur le volet, parmi lesquels se trouvaient des magnats, des politiciens et des célébrités. Les Vandermeer régnaient en maîtres, leur fortune bâtie sur des générations de privilèges et de relations. Ils avaient suffisamment de pouvoir pour faire ou défaire des réputations d'un simple coup de fil. Partout, Eugène remarquait les regards, certains de pitié, d'autres de curiosité. Les domestiques, pour la plupart noirs et latino-américains, évitaient son regard, comme si sa présence leur rappelait quelque chose de douloureux. Un homme noir bien habillé parmi l'élite, blanche, mais clairement pas traité comme un égal. « Vous savez, Monsieur Washington, Lucas nous a si peu parlé de vous, » commenta Eleanor plus tard, alors que les groupes se réorganisaient pour le dîner. « Seulement que vous étiez chauffeur ou jardinier. Quelque chose comme ça, n'est-ce pas? »« Professeur, » corrigea gentiment Eugène. « J'ai enseigné pendant de nombreuses années. »« Oh, bien sûr. » Eleanor rit comme s'il avait raconté une blague. Les écoles publiques, j'imagine, tellement nobles. Le maître de cérémonie annonça qu'il était temps de passer au discours. Lucas semblait sur le point d'exploser, mais Isabella lui serra fermement la main, le suppliant silencieusement de ne pas faire de scène. Le jeune couple était visiblement divisé entre leur amour l'un pour l'autre et le fossé culturel qui les séparait. Philippe s'approcha du micro, son costume à 10 000 $ brillant sous les lumières. « Chers amis, c'est un honneur de vous avoir ici pour célébrer l'union de notre fille avec... » Il hésita brièvement. « La famille Washington. » Le discours se poursuivit avec des allusions, des pauses stratégiques et des rires polis. Pour un observateur occasionnel, cela aurait pu sembler normal, mais chaque mot avait un sens caché, chaque geste un message clair. « Tu n'appartiens pas à notre cercle. » Personne dans la salle ne savait, pas même Lucas, que Eugene Washington avait une petite carte dorée dans sa poche et que dans exactement 15 minutes, lorsque pas à notre cercle. Ce que personne dans la salle ne savait, pas même Lucas, c'était que Eugene Washington avait une petite carte dorée dans sa poche et que dans exactement 15 minutes, lorsque le président de la Banque centrale monterait sur scène pour faire une annonce spéciale, la véritable identité de l'homme qu'il traitait comme un inférieur serait révélée devant tout le monde. Si cette histoire vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la suite, car lorsque les Vandermeer découvrirent qui était vraiment Eugene Washington,
Plus rien ne fut comme avant dans leur monde. L'orchestre jouait une valse douce tandis qu'Eleanor Vandermeer circulait parmi les invités, comme une reine dans son domaine. Chaque salut calculé, chaque sourire répété devant des visages influents, mais ses yeux revenaient constamment vers la table où Eugene était assis, comme si sa présence était une tâche qu'elle ne pouvait ignorer. « Vous ne vous amusez pas, monsieur Washington ?» demanda Philippe en s'approchant avec une cordialité feinte. « Ce doit être très différent des célébrations auxquelles vous êtes habitué. »« Vous ne vous amusez pas, monsieur Washington ?» demanda Philippe en s'approchant avec une cordialité feinte. « Cela doit être très différent des célébrations auxquelles vous ?» ajusta ses lunettes à monture dorée et sourit doucement. « Différente, oui, mais étonnamment familière. » Philippe fronça les sourcils. « Le pouvoir s'habille toujours de la même manière, monsieur Vandermeer. Il ne change que la coupe. Du tissu. » Eugene prit une gorgée de whisky, ses yeux reflétant des décennies d'expérience que Philippe ne comprendrait jamais. De l'autre côté de la pièce, Lucas observait l'interaction avec une angoisse grandissante. À côté de lui, Isabelle semblait déchirée entre son amour pour son fiancé et sa loyauté envers sa famille. « Tu pourrais dire quelque chose ?» murmura Lucas. « N'importe quoi, » répondit Isabelle d'une voix presque inaudible. « Mes parents ont insulté mon grand-père depuis son arrivée, l'homme qui m'a élevé. » C'est à ce moment-là que Maya Washington, la tante de Lucas, s'approcha, vêtue d'une élégante robe rouge, ses yeux reflétant la même dignité, inébranlable qu'Eugene Lucas. Elle dit doucement, « Souviens-toi de ce que papa t'a toujours enseigné. Choisis tes combats. » Maya se tourna vers Isabella avec un doux sourire. Mais ses yeux transmettaient un message clair. Parfois, le silence n'est pas la neutralité, c'est de la complicité. Isabella détourna le regard, le poids de ses mots pesant lourdement sur ses épaules. À la table principale, Eleanor se pencha vers une amie, la voix basse mais parfaitement audible. « On dit que le garçon a été élevé par son grand-père dans un quartier, tu sais. Honnêtement, je ne sais même pas comment il a rencontré notre Isabella à l'université. » répondit une voix grave et ferme. Eleanor se retourna, surprise de trouver Eugene derrière elle, le visage pâle, légèrement rougi. Lucas et Isabella se rencontrèrent à l'université de Columbie. Eugene continua imperturbable, où il avait étudié grâce à une bourse d'excellence et avait obtenu un diplôme en économie et relations internationales, avec mention très bien. Pourquoi vous devez être si fier? Eleanor se ressaisit, nerveusement en ajustant son collier de perles, le plus gros qu'elle a souri Eugene. L'éducation est importante, tu ne crois pas? Un bon nom ne signifie rien sans une bonne éducation. Le commentaire fit mouche. Les Vandermeer, malgré leur statut, étaient connus pour acheter l'accès aux meilleures universités pour leurs enfants aux capacités moyennes. Philippe s'approcha rapidement, sentant le danger. On dirait qu'ils appellent pour les discours. « Finot !» dit-il en entraînant Eleanor par le bras au centre de la salle. Le maître de cérémonie était en train de régler le micro. Isabella profita de ce moment pour s'approcher de Jean et lui toucher timidement le bras. « Monsieur Washington, je suis désolé pour le comportement de mes parents. » Eugene regarda la jeune femme dans les yeux. « Vous n'êtes pas responsable de leur choix, Isabella, mais vous... l'êtes des vôtres. » Un bref moment de compréhension passa entre eux, interrompu par un serveur qui s'approcha discrètement pour murmurer quelque chose à l'oreille de Maya. Elle acquiesça en échangeant un regard significatif avec Eugène, de l'autre côté de la pièce. Le sénateur Winters, l'une des rares personnalités politiques noires présentes à l'événement, observait tout avec attention. À côté de lui, un homme distingué en costume impeccable regardait sa montre. « C'est presque l'heure », murmura l'homme. « Va-t-il vraiment faire ça ici ?» demanda le sénateur. « Eugene Washington ne fait jamais les choses à moitié, croyez-moi. Ça va être spectaculaire à la table des Vandermeer. » Eleanor, la sœur d'Eleanor, se pencha vers la matriarche. « Vous devez vraiment contrôler la situation, les gens, commente. Commande ce qu'Eleanor a demandé avec colère sur la façon dont vous traitez le marié. Melissa Parker vient de me demander si nous avions un problème avec... Tu sais, Eleanor se raidit. C'est absurde. Je n'ai rien contre ce genre de personnes. Je préfère simplement qu'elles connaissent leur place. Et quelle serait cette place, Madame Vandermeer? La voix de Lucas résonna derrière elle, aussi froide que le champagne dans les verres en cristal. Eleanor se retourna, son sourire mondain étiré de manière artificielle.
Lucas, cher, nous commencions simplement le fait que ton grand-père semble hors de propos. Il serait peut-être plus à l'aise si Dachif, et s'il servait les boissons au lieu de les boire, s'il était dans le parking au lieu d'être assis à la table d'honneur. La salle semblait s'être figée autour d'eux. Isabella s'approcha serait, plus à l'aise si Dachif, et s'il servait les boissons au lieu de les boire, s'il était dans le parking au lieu d'être assis à la table d'honneur. La pièce semblait être devenue silencieuse autour d'eux. Isabella s'approcha pour tenter de calmer la situation, mais Lucas resta sur ses positions. Mon grand-père m'a élevé seul après la mort de mes parents. Il avait 2 emplois, mais il n'a jamais manqué une réunion à l'école. Chaque centime qu'il a économisé a été consacré à mon éducation. Éléonore sourit avec condescendance. Comme c'est touchant, mon cher. Philippe intervint en posant une main sur l'épaule de son gendre. Restons calmes. C'est un jour de fête, pas un jour pour faire de la politique. Lucas rit amèrement. C'est ça que tu appelles le respect élémentaire? Le moment fut interrompu par le maître de cérémonie qui annonça que le président de la Banque centrale demandait quelques minutes d'attention à tous pour une annonce spéciale. Je ne vois pas ton nom sur la liste des orateurs, commenta Éléonore à Phil. Moi non plus, répondit-il en fronçant les sourcils. Ça doit avoir un rapport avec ce projet de développement urbain. Maya s'approcha de son grand-père en lui touchant doucement le bras. Tout va bien? Non, je ne vois pas ton nom sur la liste des orateurs, commenta Éléonore à Phil. Je ne vois pas ton nom sur la liste des orateurs, fit remarquer Éléonore à Philippe, perplexe. Moi non plus, répondit-il en fronçant les sourcils. Ça doit avoir un rapport avec ce projet de développement urbain. Maya s'approcha de son grand-père et lui toucha doucement le bras. Tout est prêt, acquiesça Eugene, en ajustant discrètement le revers de son costume où était épinglée la petite carte dorée. Souviens-toi de ce que je te dis toujours, Maya. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une stratégie, ajouta-t-elle avec un sourire qui se dessinait sur ses lèvres. Sur scène, un homme à l'allure distinguée ajustait le micro. Mesdames et messieurs, veuillez faire un moment. Aujourd'hui est un jour de fête, non seulement pour les mariés, mais pour nous tous. C'est avec un grand honneur que j'annonce la présence parmi nous d'une personne vraiment extraordinaire. Les Vandermeer se redressèrent, attendant d'entendre leur nom. Éléonore lissa sa robe, se préparant à être reconnue. L'homme poursuivit d'une voix solennelle. Une personnalité qui a bouleversé le paysage économique mondial et dont la Fondation a récemment alloué 500 millions de dollars à l'éducation dans les communautés défavorisées. Une personne qui a demandé la discrétion, mais dont la présence ne peut passer inaperçue. Toute la salle attendait avec impatience. Lucas chercha son grand-père et remarqua une lueur différente dans ses yeux. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec respect l'homme que le magazine Fortune a qualifié d'architecte invisible, dont les décisions ont façonné notre système financier pendant des décennies. Le cœur d'Éléonore battait à tout rompre. Ses yeux scrutèrent la foule à la recherche d'une célébrité cachée. Philippe répétait déjà un sourire cordial, prêt à impressionner l'invité mystère, quel qu'il soit. Ils ne remarquèrent pas que Jean se leva calmement de sa chaise et retira la petite carte dorée de son revers. Aucun membre de la famille Vandermeer ne remarqua pas que Jean se leva calmement de sa chaise et retira la petite carte dorée de son revers. Aucun membre de la famille Vandermeer ne remarqua qu'il s'avançait d'un pas ferme vers la scène. Des décennies de dignité tranquille allaient être révélées de la manière la plus publique qui soit. Personne ne s'attendait à ce que l'homme qui l'avait traité, comme s'il était invisible, allait devenir la personne la plus importante de cette salle. Et lorsque la vérité sur Eugene Washington fut révélée, les sourires des Vandermeer se transformèrent en expressions d'horreur devant l'ampleur de leur erreur. Toute la salle retint son souffle tandis que Jean Washington se dirigeait vers la scène. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre le léger bruissement de son costume impeccable. Aucun membre de la famille Vandermeer n'osait bouger, paralysé par la prise de conscience de ce qui était en train de se passer. Mesdames et messieurs, poursuivit le président de la Banque centrale, j'ai l'honneur de vous présenter le docteur Eugene Washington, fondateur du Washington Global Fund, architecte du plan de stabilisation économique 2008 et récemment nommé au Conseil de sécurité économique des Nations Unies. Le visage d'Éléonore Vandermeer perda toute couleur, sa coupe de champagne glissa entre ses doigts
et se brisa sur le sol en marbre. Personne ne bougea pour nettoyer. Un homme issu des quartiers les plus pauvres de Harlem avait bâti non seulement une fortune, mais aussi un héritage. Un homme qui, sans fanfare, avait financé plus de 50 000 bourses d'études pour des jeunes, issus de communautés défavorisées. Un homme dont la fortune personnelle avait récemment dépassé les 12 milliards. Philippe Vandermeer, qui quelques instants auparavant, avait rejeté Eugene avec mépris, avalait maintenant la fortune de sa famille, estimée à 200 millions, semblait insignifiante face à ce chiffre. Eugene ajusta le micro avec le calme de quelqu'un qui occupait naturellement cette place. Merci pour la présentation, James. J'avoue que je préférerais rester anonyme, comme je l'ai toujours fait, mais certaines occasions méritent des exceptions. Son regard parcourut la salle, s'arrêtant brièvement sur chaque membre de la famille Vandermeer. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement un calme qui semblait plus dévastateur que n'importe quelle fureur. Beaucoup ici se demandent comment j'ai fait fortune. La réponse est simple. En observant, en regardant ce que font les gens quand ils croient que personne d'important ne les regarde. Victoria, la sœur d'Eleanor, couvrit sa bouche de sa main. Les laissez-paix étaient précises, chirurgicales. J'ai bâti mon premier milliard, en inversant la logique du marché. Alors que tout le monde achetait des actions dans des entreprises dirigées par des cadres blancs au profil identique, j'investissais dans des startups dirigées par des femmes, des immigrés, des noirs, des gens comme moi, souvent sous-estimés. Il sourit doucement. Les préjugés ont un coût, vous savez, un coût mesurable. Et j'ai bâti ma fortune en taxant les inattentifs. Isabella, la mariée, serrait fermement la main de Lucas, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Seule maintenant seulement, comprenait-elle pleinement l'homme que son mari appelait grand-père. Aujourd'hui, je suis ici pour vous, annoncer que le Washington Global Fund acquiert le contrôle majoritaire du groupe Vandermeer Industries. Un murmure de stupeur parcourut la salle. Philippe tituba et dut s'appuyer sur une chaise. Comme vous le savez peut-être, les actions de la société a chuté de 68% au dernier trimestre. C'est vraiment dommage. Heureusement, j'ai une longue expérience dans le sauvetage d'entreprises en difficulté. Eugene sourit à nouveau, mais son regard restait sérieux. À partir de demain, nous mettrons en place de nouvelles politiques, diversité au sein du conseil d'administration, investissement dans les communautés marginalisées et, bien sûr, refonte complète de la culture d'entreprise. Eleanor, se remettant de son choc initial, s'avança vers la scène. C'est absurde. Vous ne pouvez pas se passer, Dash. Je peux. Madame Vandermeer et moi avons déjà vos avocats devraient recevoir la notification à l'instant même. La majorité du conseil d'administration l'a déjà approuvé, y compris votre frère Thomas, qui a jugé plus prudent de ne pas être présent aujourd'hui. Le silence revint, encore plus lourd. Maya Washington sourit discrètement, fière de son père qui avait planifié chaque mouvement de la soirée avec la précision d'un joueur d'échecs. Philippe, visiblement ébranlé, tenta une dernière carte. « Dr. Washington, nous pouvons sûrement en discuter en privé ?» « Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, Dash. » « Malentendu ?» Eugene l'interrompit d'une voix calme mais tranchante. « Non, monsieur Vandermeer. Le malentendu vient de vous. Juger un homme sur la couleur de sa peau plutôt que sur le contenu de son caractère, c'est une erreur de calcul, une erreur très coûteuse, comme vous êtes en train de le découvrir. » Eleanor, désespérée, tenta une autre approche. « Eugène, puis-je vous appeler Eugène? Nous n'avions aucune idée de qui vous étiez et que... » Eugène répondit, « C'est précisément le problème, n'est-ce pas? Vous ne valorisez les gens que pour ce qu'ils peuvent vous apporter. Et c'est la différence fondamentale entre nous. » Eugène descendit de l'estrade avec la même dignité qu'il avait eue en montant. Les invités s'écartèrent pour lui laisser le passage comme s'ils étaient en présence de membres de la royauté, et d'une certaine manière, ils l'étaient. Ils s'approchèrent de Lucas et Isabella. Eugène serra son petit-fils dans ses bras. « Je suis désolé d'avoir transformé ton mariage en cela, mais certaines leçons doivent être apprises publiquement. » Isabella, encore sous le choc, trouva le courage de parler. « Monsieur Washington, je ne sais pas qui vous êtes, mais je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas que vous étiez le père d'Eugène. Je ne savais pas que vous étiez le père d'Eugène. » Eugène serra, ses mains entrelaçaient pas. « Je suis désolé pour la façon dont ma famille t'a traité.
Eugène lui prit les mains entre les siennes. « Ne te fais pas de reproches, mon enfant, mais souviens-toi de ce que tu as vu aujourd'hui, quand tu élèveras mes arrière-petits-enfants. » De l'autre côté de la pièce, Éléanore et Philippe Vandermeer se tenaient immobiles, entourés d'invités qui évitaient désormais leurs regards. L'empire qu'ils avaient bâti sur des apparences et des relations superficielles s'écroulait sous leurs yeux. Alors que la fête se poursuivait avec un nouveau centre de gravité, une question restait en suspens. Que se passerait-il le lendemain matin, lorsque les Vandermeer se réveilleraient dans un monde où ils n'étaient plus maîtres de leur propre destin? L'homme qu'ils méprisaient détenait désormais non seulement leur avenir financier, mais aussi leur réputation. Le lendemain matin, les portails d'information financière ne parlaient que de cela. Le magnate noir prend le contrôle du groupe Vandermeer après avoir été humilié au mariage de Nether. Les gros titres annonçaient que des photos du mariage avaient fuité, montrant les visages stupéfaits d'Éléanore et Philippe, alors que Jean montait sur scène. L'empire qui avait pris 3 générations à construire avait changé de main en une seule nuit. Dans la suite présidentielle de l'hôtel Grandeur, Eugène regardait la ville s'éveiller en sirotant son thé. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement la sérénité de quelqu'un qui a appris que la justice est un plat qui se savoure lentement. « Tu t'y attendais, n'est-ce pas ?» demanda Maya en entrant dans la pièce avec une tablette sur laquelle défilait la nouvelle. « Je n'avais pas besoin d'être devin, » répondit Eugène en ajustant ses lunettes. Les gens comme les Vandermeer sont prévisibles. Ils mesurent la valeur d'un être humain à son compte en banque. Il suffisait de leur montrer leur propre reflet. De l'autre côté de la ville, dans le manoir des Vandermeer, les rideaux restèrent fermés. Aucun membre du personnel n'avait vu ses patrons depuis leur retour du mariage. Dans le bureau principal, Philippe fixait le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Les directeurs, les actionnaires, les partenaires, tous voulaient des explications. Tous craignant ce que ferait le nouveau propriétaire. « Nous devons rappeler », murmura Éléanore, le visage marqué par une nuit blanche. « Nous avons besoin d'une stratégie pour… » « Pourquoi faire ?» Philippe l'interrompit en se frottant le visage de mains tremblantes pour expliquer comment traiter l'homme qui contrôlait désormais leur avenir. Comment expliquer à leurs amis qu'ils avaient tout perdu pour 4 personnes, pour être qui ils étaient. Éléanore ajouta la vérité qui finissait par transpercer son armure de privilège. L'interphone sonna. La femme de chambre annonça que le docteur Washington était à la porte. Pas Eugene Dr. Washington. Le changement de traitement ne passa pas. Inaperçus dans le hall de l'hôtel. Lucas et Isabella retrouvèrent Eugene pour le petit déjeuner. La tension de la veille avait fait place à une nouvelle compréhension. Isabella, qui avait grandi en croyant à la supériorité inhérente de sa famille, voyait désormais le monde à travers un prisme différent. Grand-père Lucas commença, incertain quant à la journée de la veille. « Aviez-vous prévu tout cela, Eugene ?» Sourit Eugene, journée précédente avait fait place à une nouvelle compréhension. Isabella, qui avait grandi en croyant à la supériorité inhérente de sa famille, voyait désormais le monde sous un autre angle. Grand-père Lucas commença, incertain. « Hier, tu avais prévu tout ça ?» Eugene sourit calmement. « J'ai planifié la prise de contrôle il y a des mois, quand j'ai réalisé que leur entreprise était vulnérable. Quant au moment de la révélation, disons simplement que j'ai laissé l'univers décider. Mais le mariage, Isabella ?» hésita-t-il. « Tes parents, ta mariage, ma chérie, n'ont pas été ruinés. Disons simplement que j'ai laissé l'univers décider. Mais le mariage… » Isabella hésita. « Tes parents, ton mariage, ma chérie, il n'a pas été ruiné, » dit Eugène en lui prenant les mains. « Il a été sauvé. L'amour survit à la vérité, mais il survit rarement à l'illusion. » Au manoir Vandermeer, Eugène refusa le siège offert par Philippe. Il resta debout, imposant dans sa dignité. « Je ne suis pas venu ici pour vous humilier, » dit-il après un long silence. « Même si vous m'en avez donné largement l'occasion. » Éléanore leva les yeux, le visage masqué par la honte et la peur. « Qu'avez-vous, suis pas venu ici pour t'humilier ?» a-t-il dit après un long silence. « Même si tu m'as donné amplement l'occasion de le faire. » Éléanore a levé les yeux, le visage masqué par la honte et la peur. « Qu'est-ce que tu comptes faire de nous, avec vous ?» Rien. Vous avez déjà eu vos procès ici. Eugene a pointé son cœur. Quant à l'entreprise, il y aura des changements importants. Philippe a dégluti.
Tu vas nous licencier? Non, a répondu Eugene. Vous avez travaillé toute votre vie pour construire quelque chose, je vais vous laisser le garder, mais à de nouvelles conditions. Il sortit un document de sa poche. L'entreprise financera des bourses pour les jeunes noirs, elle réorganisera son conseil d'administration pour inclure une véritable diversité, et vous deux consacrerez 4 heures par semaine à travailler, personnellement sur des projets communautaires dans les quartiers, que vous avez toujours évités. Eleanor cligna des yeux perplexes. Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement nous détruire? Parce que détruire est facile, répondit Eugène. Transformer demande de la sagesse. Quelques semaines plus tard, dans la nouvelle maison de Lucas et Isabella Nouvelle, maison, Eugene racontait des histoires aux jeunes mariés. Il leur parlait de la mère de Lucas, de sa fille décédée, de la façon dont il avait été confronté au racisme institutionnel lorsqu'il était enseignant avant de créer son empire. La plus grande victoire, disait-il, ce n'est pas lorsque le monde reconnaît votre valeur, c'est lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, indépendamment de ce que pense le monde. Isabella, qui avait commencé à travailler sur les initiatives sociales de la Fondation Washington, serra son grand-père dans ses bras par affinité. Elle avait les larmes aux yeux, non pas de honte, mais de gratitude pour les leçons qu'elle n'oublierait jamais. Certains apprennent avec des mots, souriait Eugene. D'autres ont besoin de quelque chose de plus percutant. Dans le bureau des Vandermeer, une nouvelle photo occupait le mur principal. Toute la famille, y compris Eugene, posait dans une image de réconciliation prudente. Ce n'était pas passe parfaite. Il y avait encore un certain malaise, mais c'était un début, car la véritable leçon de cette histoire n'était pas dans l'humiliation de ceux qui avaient mal agi, mais dans la transformation qui ne survient que lorsque le miroir des préjugés se retourne contre lui-même, lorsque nous réalisons que la valeur des gens n'a jamais été dans leur titre, leur compte en banque ou la couleur de leur peau, mais dans leur capacité à rester dignes même lorsqu'ils sont traités avec indignité.